Cette contradiction, effectivement, il a toujours du mal et la tendance à se raidir. On le voit bien, il y a eu quelques passes d'armes avec les journalistes, et notamment une pierre dans leur jardin en disant je ne ferai pas l'interview du 14 juillet parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour me comprendre. Et dans le Spiegel, il dit je veux mettre fin au copinage entre les politiques et les journalistes. Exactement. Et ça, c'est le côté un peu bravache d'Emmanuel Macron. Et ça va être intéressant à voir ce soir, c'est que est-ce qu'il reste dans ce registre-là? C'est-à-dire qu'il est très professionnel, il connaît très bien ses sujets, il est très pédagogue, il parle au français. Il y a toujours un moment où c'est comme s'il y avait une espèce de surmoi un peu dominant qui reprenait le dessus. Et là, il vire le chef d'état-major des armées, il traite les gens de fainéants, ou quand il est face à quelqu'un en t-shirt, il dit écoutez, vous n'avez qu'à travailler, vous vous achèterez un costume. Donc, et Emmanuel Macron, il assume ça en disant de toute façon, il faut réformer la France et ça se fera pas avec de la calinothérapie, ça se fera pas en étant d'accord avec le dernier qui parle. Donc c'est un peu sa marque de fabrique, cette espèce de raideur qu'il peut avoir parfois et pas seulement face aux journalistes. On reprend la direction de l'Élysée. Au premier étage, nous attend Marie Chantret. Marie, vous êtes avec Anne-Claire Coudray puisque c'est les derniers préparatifs, y compris pour les journalistes. Beaucoup d'effervescence dans ce salon vert où se préparent les trois intervieweurs. On va embêter Anne-Claire Coudray qui est plongée dans son interview. Bonsoir. On est dans quel état d'esprit? Vous êtes finalement l'une des premières contradicteurs d'Emmanuel Macron, président. On a hâte d'y aller, en fait. Ça fait plusieurs jours qu'on travaille tous ensemble, qu'on soupèse chaque mot, qu'on arbitre les questions qu'on va pouvoir lui poser et les questions auxquelles il va falloir renoncer pour un problème de temps. Il y a beaucoup de thématiques qui intéressent les Français. Et donc, du coup, voilà, on est toujours en train de discuter tous les trois pour savoir si on ne peut pas rendre une question un petit peu plus percutante, un petit peu plus précise aussi, parce que les Français attendent ça. Donc, non, on a hâte d'y aller. On remarquait avec Gilles Boulot que vous l'aviez interviewé en tant que candidat, Emmanuel Macron. Vous avez remarqué peut-être certains de ses tics. Il parle très longuement. Il a du mal à la concision, le chef de l'État. Et ça va être un travail aussi de synthèse peut-être pour lui. Tout à fait. Effectivement, il a choisi ce format et on lui avait d'ailleurs proposé ce format pour cette raison-là, pour être davantage dans le style direct avec les Français. Je crois que c'est vraiment ce qu'on attendait et je crois qu'il est tout à fait conscient qu'il va falloir adapter ses réponses à ce format-là qu'il a choisi aussi parce que voilà, il avait envie de clarifier certaines choses, d'annoncer des choses fortes. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas polluer son message dans des réflexions trop vastes. Et c'est vrai qu'il a tendance à démontrer les choses. Et donc c'est ça qui prend du temps. C'est pour ça aussi que dans nos questions, on a choisi aussi de casser un petit peu parfois le rythme de cette interview pour lui permettre effectivement d'avoir aussi une autre nature de réponse, un autre rythme dans ses réponses. Rapidement, une interview structurée autour de 3 thématiques. Oui, c'est ça. La première thématique, c'est son exercice du pouvoir, son style. Ça va de ses petites phrases qui ont parfois fait débat à la façon dont il envisage sa présidence. Et puis la deuxième thématique, c'est évidemment l'économie, la société. Ça, c'est une grosse partie parce que c'est là-dessus que ses premières réformes ont porté et vont porter. Et c'est là aussi que les Français ont le plus d'attentes en termes de résultats. Et puis une troisième thématique sur la sécurité en France, le terrorisme et puis à l'international. Donc voilà, on a de quoi faire. Ces petites phrases, justement, le bordel, les fainéants, c'est un moment qui va être important. Il va pouvoir s'expliquer. Il se s'est attendu là-dessus. Je pense que s'il y a une question qu'il sait qu'on va lui poser, c'est celle-là. Évidemment, je pense que de son côté, c'est considéré comme un malentendu. Du côté de l'opposition, c'est considéré comme un message politique très clair, très assumé. Donc voilà, il va falloir qu'il arbitre. Merci beaucoup Anne-Claire. Un peu plus de 25 minutes, on va vous laisser travailler, vous concentrer. Merci à vous. Dans ce salon vert, vous le voyez, beaucoup d'effervescence et de concentration forcément. Merci à vous Marie. Et puis on rappelle que le salon vert, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est l'endroit habituellement où on reçoit parfois les chefs d'État pour les entretiens avec le président de la République. Jean-Luc Manot, je me tourne vers vous parce que vous avez été patron de rédaction. Il y a souvent un fantasme sur la manière dont on négocie les interviews avec les politiques, qu'ils soient présidents, ministres, hommes d'envergure. On dit qu'ils connaissent les questions avant, qu'on négocie sur les dossiers. Où se situe la réalité, le curseur ? Écoutez, comme l'a dit Gilles Boulot il y a quelques instants, c'est jamais une interview exactement comme les autres, président de la République. Mais de la même façon que vous interviewez pas de la même façon un député américain que le président américain. Enfin, il y a toujours dans la présidence des codes. Moi, dans ce que je peux témoigner, il y a un accord qui se fait sur le cadre de l'interview, le lieu. Et en gros, les grandes thématiques, c'est-à-dire il y a une primauté à l'international, une primauté au national, et la durée de l'interview. Maintenant, des pressions,
vous pouvez toujours avoir des petites pressions de détails, mais qui ne jouent pas sur le fond. En tout cas, aujourd'hui, à la télévision française, en règle générale, il n'y a pas de pression du politique sur une interview de cette nature. Et d'ailleurs, s'il y en avait, ce serait la faute des journalistes, parce qu'ils ont le moyen d'y résister si d'aventure il y en avait. Mais ça n'est à l'évidence pas le cas. On a parlé tout à l'heure de la manière dont Emmanuel Macron allait devoir répondre aux attaques. Il y en a une encore très virulente aujourd'hui, qui est venue de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Il était l'invité du grand jury et il s'en est pris à la légitimité du président de la République. Est-ce que c'est ça qu'ont voulu les Français? Et dites-moi, à quel moment ils ont voulu ça, monsieur? Quand est-ce que les Français ont dit « Ah oui, c'est une bonne idée, il faut donner plus aux riches parce que ça va finir par ruisseler sur les plus pauvres ». Quand est-ce qu'ils ont dit ça? Il n'y a pas de base sociale en France pour la politique de M. Macron. Donc il n'a pas une légitimité politique. Il a un problème de légitimité politique qui résulte des conditions du deuxième tour. S'il m'avait battu au deuxième tour, la discussion serait totalement différente, parce qu'on dirait « Les Français ont réellement choisi entre deux projets de société ». L'analyse de Jean-Luc Mélenchon, Soisic Kemener, est-elle partagée par un grand nombre de Français? Est-ce qu'il a ou non une légitimité politique? Alors, il ne va pas répondre directement à Jean-Luc Mélenchon ce soir, mais est-ce qu'il faut qu'il aborde cette thématique-là, le fait d'avoir gagné face à Marine Le Pen, donc c'était facile? Non, mais il a gagné. Il est président de la République. La question de la légitimité de son élection, elle ne se pose pas. Alors effectivement, c'était dans des conditions qui sont toujours particulières quand un représentant du Front National arrive au second tour de la présidentielle. Mais cette question, moi, à mon avis, c'est pas cette question-là qui se pose. La question est de savoir, même si évidemment il n'y a pas d'élection tout de suite, et puis si éventuellement il est candidat à sa réélection, ce ne sera pas non plus tout de suite. La question est de savoir quel est aujourd'hui son socle d'appui politique. C'est quelqu'un qui a été élu par un peu moins de la moitié des voix qui s'étaient portées sur François Hollande en 2012. Je parle du premier tour, le premier tour de l'élection. Un peu moins de la moitié des personnes qui avaient voté pour François Bayrou. Et puis très peu de voix issues de la droite, c'est-à-dire de ceux qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2012. Et maintenant, on voit dans les enquêtes d'opinion que son socle se déplace. À présent, il est soutenu par une partie de la droite qui se reconnaît dans ses réformes économiques et sociales. Mais ça, c'est une force ou une faiblesse? C'est une interrogation en tout cas. C'est-à-dire qu'on entend par exemple certains macronistes qui se présentent comme macronistes de gauche qui disent qu'il faut qu'ils donnent des signes aux macronistes de gauche qui ont voté pour lui parce que l'arc social-démocrate était réduit à néant dans cette présidentielle. C'est-à-dire qu'entre Macron et Mélenchon, il n'y avait pas un candidat qui pouvait espérer pouvoir être président de la République. Il y avait Benoît Hamon, mais on sait tous quel a été le sort de Benoît Hamon à cette présidentielle. Donc il y a une interrogation pour ces personnes qui sont là. C'est-à-dire, est-ce qu'il va revenir vers eux à un moment ou à un autre ou pas. Donc c'est là-dessus, à mon avis, qu'est cette interrogation. Elle est plus là sur à qui il veut parler et quel est son futur socle politique, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, quel sera son socle politique. Guillaume Roquette, est-ce qu'il doit donner des gages pour élargir son socle ce soir, Emmanuel Macron, ou considérer qu'il a déjà une base suffisante et qu'il gouvernera pendant 5 ans avec elle? D'un point de vue arithmétique, il a intérêt à élargir cette base, surtout qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les gens qui ont été classiquement à droite qui sont les plus enthousiastes vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Soisic Kemener le disait à l'instant. Maintenant, sur le fond, je vois pas comment il peut faire. Parce que, en général, ça veut dire quoi, faire une politique de gauche? Ça veut dire distribuer de l'argent. Le problème, c'est que l'État français dépense chaque année 20% de plus que ce qu'il gagne, ou de ce que nous lui donnons, pour être tout à fait précis. Et Emmanuel Macron a promis qu'il allait faire des efforts, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. La France est déjà l'un des pays du monde où le système de redistribution sociale est le plus avancé. Donc, social, purement social, je vois pas trop. Après, il y a le sociétal. Alors ça, c'est l'idée à la mode, consiste à dire, mais on n'a qu'à faire la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles, et ça va aller beaucoup mieux. La gauche sera intelligent d'en satisfaite. parler ce soir. Je pense qu'en tout cas, on lui posera la question, certainement. Moi, je ne suis pas certain que ce soit sur un sujet qui est une revendication aussi particulière et aussi clivante, parce qu'elle choque une partie de la société, que ce soit de cette façon-là qu'Emmanuel Macron doit tendre la main à la gauche. Alors la fin de l'universalité des allocations familiales, par exemple, ça serait une thématique de gauche. Oui, alors c'est pas sûr, parce que vous avez quelqu'un comme Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui dit il faut laisser les allocations familiales universelles, parce que c'est pas de la redistribution. L'idée, c'est d'aider les gens qui ont des enfants, quel que soit leur revenu. Mais pardon Guillaume, mais le risque du coup pour Emmanuel Macron, s'il n'y a pas ce petit virage, ce petit signal à gauche, ça serait de fâcher cette frange de la population de gauche qui a voté pour lui. Alors vous nous disiez là, ce sont les gens de droite qui sont plutôt satisfaits de sa politique, on a bien compris, mais il a été élu par des gens majoritairement parce qu'il est persuadé que sa politique économique va donner des résultats qui satisferont aussi les gens de gauche, notamment ceux qui n'ont pas de travail aujourd'hui. D'un mot, je ne suis pas certain que la problématique d'Emmanuel Macron
ce soit d'envoyer des signaux à la gauche ou à la droite. Je pense que sa problématique, elle est d'abord sociale au sein de la composition de la nation française. Je m'explique en un mot. Si le président de la République ou des gens dans son entourage pensent que sa base politique, c'est 67%, là-dessus, Mélenchon a raison, ça n'est pas exact. La base politique électorale du président de la République, c'est un petit 25% compte tenu en plus des abstentions, etc. Donc évidemment qu'il faut qu'il conquiert davantage de gens. Est-ce que ça se joue en droite-gauche? Je ne le crois pas. Je crois que ça se... Parce que c'est pas non plus Mélenchon qui l'a battu. Regardez cette image. Brigitte Macron. Voilà. On est là au premier étage de l'Élysée. Avec Gilles Pélisson, le patron de TF1, et Bruno Roger-Petit, le porte-parole du chef de l'État. Et puis donc toutes les équipes de TF1 et d'LCI. Marie Chantrey nous racontait tout à l'heure qu'elle revenait tout juste de la Lanterne où elle a passé une partie du week-end, la résidence secondaire de la présidence de la République. Décontractée, elle a quitté quelques instants les journalistes pour aller elle-même se changer. Et Marie nous disait tout à l'heure qu'il y avait quelques petites dizaines d'invités conviés ce soir pour suivre cet entretien présidentiel dans le jardin d'hiver, parmi lesquels Richard Ferrand d'ailleurs, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui vendredi a appris qu'il ne serait pas visé par l'ouverture d'une information judiciaire. Un signe ça que Richard Ferrand soit là, Jean-Sébastien Ferjou? C'est le président, malgré tout, du groupe majoritaire. Oui. Effectivement, Richard Ferrand a toujours accompagné Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Donc, je ne crois pas que ce soit qu'il ait été tenu à l'écart, particulièrement en raison de ses affaires pendant l'été. Après, sur ce qu'on était en train de dire, on vit quand même dans un univers qui a changé. Parce que le rapport droite-gauche, moi je crois qu'il existe toujours, mais il n'existe plus comme avant. Et c'est un peu ce que les Français ont acté avec cette élection. C'est-à-dire que les vieilles recettes ou les vieux débats, justement, entre telle mesure qui a l'air d'être de gauche et telle mesure qui a l'air d'être de droite, les Français, ça, ils l'ont rejeté. D'autant qu'ils ont considéré que de toute façon, on leur faisait des campagnes électorales sur ce terrain-là, et puis qu'à l'arrivée, ils avaient le droit à la même politique. Il n'y a pas de sujet sur on envoie des... Si, il y a un sujet, mais un sujet qui se pose de manière différente. Et c'est là où Emmanuel Macron doit essayer de nous convaincre de sa pensée complexe, justement. C'est qu'il a voulu... Il nous a vendu un nouveau monde, et dans ce nouveau monde, justement, il faut qu'il arrive à nous convaincre que les politiques qu'il met en œuvre produiront des effets qui seront aussi des effets de justice sociale. Et c'est tout l'enjeu de dire, dans ce nouveau monde-là, dans ce nouveau monde de la mondialisation dont certains bénéficient et dans lequel d'autres sont laissés de côté, ce que je vais vous proposer comme réforme de la France permettra justement de redonner une nouvelle offre politique. Sauf que la réalité, c'est que les Français, ils ont invalidé ce que leur proposaient les autres, mais ils sont quand même restés très distants par rapport à la promesse d'Emmanuel Macron, qui était restée quand même assez vague. Lui, il y avait mis un contenu, mais je pense que dans ce que les gens en ont retenu, ils ont retenu la différence. Mais la différence, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être différent en mieux ou en moins bien. Et tout l'enjeu pour lui, c'est de convaincre que sa différence, elle va être effectivement en mieux et pour tout le monde. Parce qu'après, pour finir sur le droite et le gauche, quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a une dynamique du côté des électeurs de droite. Mais en l'état, les électeurs venus de la gauche lui font encore un petit peu plus confiance que ceux de la... C'est simplement que ça baisse à gauche et ça monte à droite. Ouais. Mais l'inversion ne s'est pas encore tout à fait produite. C'est là-dessus que je voulais terminer, je suis d'accord avec ce qu'il dit, là-dessus tout à l'heure. C'est que il faut parler à ceux qui sont dans les bassins industriels dévastés, etc. Parce que sinon, ceux-là, ils se radicalisent. On l'a vu aux États-Unis. On a vu comment le Parti démocrate, a perdu ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire l'ensemble des endroits industriels qui se sont radicalisés, qu'on finit par élire un Trump. Donc, je trouve que le message ce soir qu'une partie de la population attend, c'est le président ne laisse pas mourir les blessés. On va reprendre la direction de l'Élysée. Il y a quelques instants, on vous montrait cette image de Brigitte Macron. Marie Chantrey, vous avez assisté à cette scène, la première dame qui est venue saluer il y a quelques instants les équipes de journalistes et techniciens qui vont participer à ce grand entretien. Brigitte Macron, dont ces dernières semaines, on a pu lire différents papiers sur le fait qu'elle s'était parfaitement approprié ce palais de l'Élysée, mettant notamment sa patte sur la décoration. Et là, très clairement, elle est en maîtresse de maison, accueillant les journalistes et toutes les équipes techniques. On le sait, elle nous l'a dit, une petite réception conviant une vingtaine, trentaine de personnes maximum est organisée au rez-de-chaussée de l'Élysée, l'étage inférieur où nous sommes, où évidemment dans le jardin d'hiver sont conviées plusieurs personnes pour regarder évidemment l'interview présidentielle. Brigitte
Brigitte Macron, tout sourire, assez détendu, qui est revenue en fin d'après-midi ici au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui revenait avec son époux Emmanuel Macron de la Lanterne où ils ont passé une partie du week-end. Hier soir également, moment de détente, d'évasion, puisqu'ils étaient au théâtre pour voir une pièce de Molière, très connue évidemment, Tartuffe. À l'heure où l'on parle, les présentateurs, 3 intervieweurs de TF1, Anne-Claire Coudray en tête, se sont rendus à seulement quelques mètres de là, dans le bureau d'angle, pour donc s'installer, prendre place autour de cette table, dans ce bureau d'angle dont on le dit que le mobilier est beaucoup plus moderne finalement, qui donne un cadre moins institutionnel, un décor moins institutionnel pour cette interview dans maintenant moins d'un quart d'heure à peu près. Je n'ai pas l'œil sur la montre, mais on sent une grande concentration ici ce soir. Et finalement, le silence se fait un petit peu ici, à ce premier étage de l'Élysée. Dans un quart d'heure, très précisément, Marie, vous avez raison. Et Gilles Boulot va pas tarder à y aller parce qu'on le voyait en fond derrière vous. Soisy Kemener, on voit que c'est un soir comme celui-là, qui est un soir important, sans aucun doute pour le chef de l'État. Son épouse est toujours là à ses côtés. Oui, parce que son épouse, elle a son rôle d'épouse et puis elle a aussi un rôle, on le sait, éminemment politique. C'est-à-dire qu'on sait bien que beaucoup passent par Brigitte Macron pour s'approcher du président de la République. On sait qu'elle parle aux élus, on sait qu'elle les soutient. On sait que quand certains traversent une passe difficile, il peut y avoir à l'Élysée le Stéphane Séjourné, le conseiller parlementaire qui peut jouer les bad cop et puis elle jouer les good cop derrière en disant mais non, ce n'est pas si grave, cette interview n'était pas si grave. C'est déjà arrivé récemment. Donc effectivement, elle a un rôle de transmission indéniable dans ce quinquennat. Puis elle a certainement un rôle de préparation aussi auprès de son mari, parce qu'on se souvient tous de ces images pendant la campagne où elle lui disait écoute, t'es trop long dans tes réponses, il faut que tu tailles dans tes réponses. Après le débat, c'était le débat entre 2 tours, me semble-t-il. Non, après le débat à 5. Donc elle a aussi un rôle de conseillère de ce point de vue-là. Oui, alors souvent c'est la question qu'on pose assez vite quand un nouveau président de la République s'installe à l'Élysée, c'est-à-dire qui arrive à le contredire, qui arrive à lui dire ce qui est vraiment en train de se passer. Donc pour l'instant, Brigitte Macron, en tout cas pendant la campagne, a joué ce rôle-là. Après ça va certainement évoluer et d'autres, parce que c'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron, hein, c'est qu'il a assez peu de poids lourds politiques autour de lui qui peuvent vraiment. Alors on sait que Gérard Collomb fait ça, par exemple, arrive à lui dire exactement ce qu'il pense de ce qu'il est en train de faire, mais il manque justement d'une garde, et c'est d'une garde rapprochée, de poids, qui puisse justement l'alerter, donner des signaux sur ce qui est en train de se passer. Jean-Luc, ça vous a réagir? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a autour du président, je le disais tout à l'heure, un univers qui n'est pas forcément au top, qui n'est pas forcément dans la capacité, compte tenu en plus de la personnalité d'Emmanuel Macron, de lui dire attention, tu te trompes, de mesurer réellement les effets de ce qui est dit, surtout quand ça apparaît un peu violent ou baroque. Donc oui. Quant à Brigitte Macron, à l'évidence, elle joue un rôle politique et c'est très bien. Enfin, elle vit avec le président de la République, elle lui parle, c'est bien qu'elle lui parle pas que chiffon et que plante verte. Enfin, on est en 2017, c'est plutôt sympathique que la femme du président lui parle de politique, lui dise un certain nombre de choses et la capacité de le critiquer. Et si je voulais être un peu malicieux, je dirais il y a quelque chose de nouveau en ce début de quinquennat par rapport aux 2 autres, c'est qu'il y a un couple présidentiel qui a l'air de bien s'entendre. Il y a des choses qui n'ont pas changé, mais peut-être aussi dans d'autres domaines. Tout à l'heure, en vous écoutant, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, finalement tous, depuis tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron a un problème de transmission de sa vision, de son cap, de la pédagogie, exactement ce qu'on disait il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, d'un certain François Hollande? Est-ce qu'il y a là un parallèle qui soit faisable ou pas du tout? Moi, je ne pense pas. Je pense que François Hollande avait un problème, c'est qu'il n'était pas préparé. Et qu'il y a eu cette impression de flottement avec la multiplication des couacs. Vous vous souvenez, c'était un feuilleton quasiment quotidien. Il y avait un Premier ministre qui n'était pas à la hauteur. On avait le sentiment, c'était plus qu'un sentiment, qu'il ne savait pas où il allait. Là, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est peut-être être trop brutal. Il y a une information formidable. De trop bien savoir et de trop avancer. Oui, ou bien de refuser les codes classiques. Mais vous avez vu, c'est génial ce qu'a dit votre journaliste à l'Élysée. Vous avez vu ce qu'ils sont allés voir au théâtre hier, le Tartuffe de Molière. C'est-à-dire le personnage qui fait le contraire de ce qu'il dit, qui est un monument d'hypocrisie et dont évidemment tout le monde se moque. Et donc je pense que c'est ça l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est d'assumer ce qu'il est, à mon avis. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop un exercice de communication, je pense. Ils disent finalement, je suis très gentil, on s'est trompé sur moi, je fais attention aux plus faibles. Cette espèce de discours un peu doloriste, voire un peu démagogique, dans lequel des gens comme Jacques Chirac ou François Hollande excellaient, à mon avis, les Français ne veulent plus de ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il assume ce qu'il est. C'est une règle de base, c'est un peu simple en communication.
communication, mais je pense qu'il faut qu'il la tienne. Alors, 13 minutes avant le début de cette émission, on va retrouver donc Alison Tassin qui est à l'Elysée. Dans 13 minutes, Alison, le président de la République, a rendez-vous avec 67 millions de Français en face à face. Et oui, l'enjeu, c'est de s'adresser aux Français, mais à tous les Français. Pour Emmanuel Macron, il faut gommer ce petit qualificatif qui est en train de monter, le président des riches. De ce studio télé, en tout cas le bureau d'angle présidentiel qui s'est transformé pour un soir en studio télé. On fait le chemin ici, ce vestibule. On est au premier étage, ici, dans les coulisses. Emmanuel Macron aussi très concentré, mais satisfait aussi de ce moment et de cette interview. Ça, ce sont les confidences de Brigitte Macron. Elle le dit, il est très satisfait que cette interview se passe ce soir. C'est un moment choisi depuis la fin de l'été. On en parlait, plusieurs propositions ont été faites. C'est TF1 et LCI qui a été retenu ce soir. Et donc, c'était le beau moment ce soir pour s'exprimer aux Français. Évidemment, on va observer, analyser avec attention l'audience de ce grand entretien de ce soir, s'adresser au plus large public possible. Et les intervieweurs nous le disaient aussi. On sait qu'Emmanuel Macron aime parler longuement, fait de longues réponses. Là, il va être question de savoir synthétiser ces réponses. C'est en tout cas l'un des enjeux ce soir pour le président de la République. Merci beaucoup Marie. Une dizaine de minutes maintenant. C'est intéressant ce que disait Marie-Guillaume Roquette à l'instant. Dans la tête d'Emmanuel Macron et des équipes du président, cette idée de donner un grand entretien date de la fin de l'été. Oui, donc il nous l'avait bien caché quand même. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas une réaction à cette petite musique dont on a déjà parlé sur le président des riches, qui date en fait des décisions du pouvoir concernant l'ISF et le démantèlement de cet impôt avec des mesures un peu symboliques comme l'absence de taxation sur les signes extérieurs de richesse. C'est la version qu'on vous donne. Est-ce que c'est pas un élément de communication pour justement montrer le principe, voilà, pour pas montrer qu'il y a quand même une pression et qu'il faut répondre à ce qui correspond à quand même une espèce de faux plat ou à une espèce de malaise? Je ne sais pas. Je n'ai aucune raison de douter de la parole de l'entourage du président. Est-ce que ça a plus de sens de le faire maintenant qu'il y a un mois ou que dans un mois? Est-ce que le temps politique là se prête particulièrement bien à ce que sa parole soit reçue, Jean-Luc? Oui, parce qu'encore une fois, il y a un certain nombre de choses qu'il faut corriger. Encore une fois, on n'est pas dans une situation de crise. Ça va plutôt bien pour le président Macron. Il a des succès, il a obtenu, il a passé des réformes, il a une majorité. Il vaut mieux parler quand ça va bien ? Mais c'est-à-dire qu'il faut mieux parler quand les critiques commencent à venir, avant qu'elles se stratifient et qu'elles deviennent... vous voyez, pour le moment, les critiques, ce sont des pierres qu'on a mis les unes sur les autres. Si on peut éviter qu'il y ait du ciment et que ça devienne un vrai mur, c'est mieux. Et donc, la plupart, en termes de stratégie, c'est plutôt pas idiot de venir maintenant expliquer aux gens un certain nombre de choses. Il faut dire que ça part tous azimuts, là. C'est vrai que ça part tous azimuts. Voilà. Là, il est c'est un moment effectivement assez favorable parce que la réforme du marché du travail paraît derrière lui. Le conflit social sur cette réforme-là n'a pas semblé réellement prendre. Et les autres réformes qu'on annonce sur la formation professionnelle ou sur la réforme de l'assurance chômage, elles sont encore pour l'instant dans les grandes lignes. Et donc il n'y a pas encore la mobilisation sur tel ou tel point technique, sur par exemple la durée de cotisation. Donc il faut désamorcer avant qu'éventuellement... C'est ça que c'est un moment favorable pour essayer justement de prendre de la hauteur et de donner une vision avant de rentrer... Quand on est dans le cœur d'une réforme, après on est contraint de parler de chaque petit bout de la réforme en quelque sorte, et ça peut devenir beaucoup plus risqué. En un mot, chacun un tour de rôle, comment vous jugerez ce soir si la prestation du président de la République est réussie ou ratée? Est-ce qu'on peut, à l'issue de cette heure d'entretien, avoir une idée claire, Soisic? Déjà, il faut qu'il réussisse à se mettre à la bonne hauteur. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, il a été il y a beaucoup de questions de focale avec Emmanuel Macron. Donc soit on a la focale où on regarde vraiment de très très haut avec des grands discours, soit effectivement la focale très courte ou avec ces phrases qui ont prêté ces phrases de dérapage lors de déplacements. Donc il faut qu'il trouve cet entre-deux. C'est ça qu'on va juger. Est-ce qu'il a réussi à se mettre à la bonne hauteur des millions de téléspectateurs qui vont le regarder ce soir? Jean-Luc, Manon. De la politique plus que de la com, c'est un critère essentiel ce soir, parce que c'est de la sincérité qu'il faut. Et deuxièmement, des marques de considération et de compréhension pour le pays qui souffre. Et en même temps, qui ne brouille pas le message. L'idée, c'est de dire, je suis en train de réformer la France, et oui, je la bouscule, oui, il y a un certain nombre d'idées traditionnelles d'aspiration à l'égalité qui sont secouées là-dedans, mais qui ne donnent pas l'impression de vouloir atténuer sa politique de réforme, parce que sinon, l'impact psychologique en sera diminué. Jean-Sébastien, très brièvement.
Je crois qu'il faut qu'il arrive à nous montrer que son intelligence ne l'aveugle pas ni sur la complexité de la société française, ni sur la souffrance que peuvent vivre certaines catégories de la population. Bien, dans quelques minutes, il sera 20h. Nous sommes donc à quelques minutes de ce grand entretien Emmanuel Macron sur TF1 et LCI depuis ce bureau qui est son bureau traditionnel de travail face à David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot donc pour TF1 et LCI. Un entretien qui est fait pour durer a priori 1h05. Nous sommes à tout juste quelques minutes et Alison Tassin, vous êtes devant l'Elysée. Évidemment, la concentration est maximale à l'heure où nous parlons. Concentration maximale ces 2 derniers jours pour Emmanuel Macron qui a travaillé avec des fiches sur les différentes thématiques de la soirée, qui s'est accordé aussi un petit peu de temps libre en allant au théâtre. Il a passé son week-end à la Lanterne, ce pavillon de chasse qui est situé à Versailles. Emmanuel Macron qui a donc beaucoup travaillé. On l'a vu arriver assez décontracté au Palais de l'Elysée, un peu moins de 2 heures. Il y a un peu moins de 2 heures. Il était en polo blanc et en jean. Emmanuel Macron qui sait que ce moment est important. Il l'a d'ailleurs dit, c'est ce qui justifie son intervention ce soir. Il juge le moment opportun. Emmanuel Macron qui est attendu au tournant après ses dernières déclarations. Il ne doit pas paraître arrogant. Le président qui a donc 60 minutes pour convaincre. Alison Tassin en direct de l'Elysée. 60 minutes, c'est à la fois très long mais très court vu le nombre de thèmes à aborder.